Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle visite virtuelle avec le comité Colbert. Le comité Colbert, comme vous le savez, c'est toutes ces grandes maisons d'artisanat, de luxe, voilà, qu'on vous fait découvrir depuis l'année dernière et cette année encore. Aujourd'hui on visite donc les ateliers Mérigue & Carrère, donc venez avec moi, on est au cœur du Marais, de la belle architecture un petit peu partout et on va rentrer dans cet ancien hôtel particulier où sont regroupés les ateliers et le siège de Mérigue & Carrère. Allez, suivez-moi, on y va. Et je vous propose tout de suite de discuter avec Nicolas, qui est juste là, qui est peintre décorateur. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ça va? Ça va, très bien. On est très heureux de venir découvrir votre métier. Donc toi tu es peintre décorateur. Oui, je fais de la peinture décorative. Donc j'ai une formation j'ai fait une école de peinture décorative classique à Bruxelles. D'accord. Et où on apprend vraiment à faire du faux marbre, du faux bois, des couleurs, de la dorure, un peu de restauration aussi. J'ai commencé à travailler à 21 ans, 22 ans, sur des chantiers. Okay. Et je suis arrivé chez Mérigue il y a une quinzaine d'années. Ouais. J'ai été formé aussi ici parce que chaque peintre décorateur a sa technique, ses techniques. Et nous, on a des techniques que les anciens nous apprennent. Et okay. Oui, il y a de la transmission au sein de l'atelier. Il y a vraiment une transmission entre anciens et jeunes apprentis. D'accord. Et alors, peintre décorateur, donc tu travailles, là on voit une très grande toile. Alors ici, c'est l'atelier, du coup, c'est ici que commencent les projets, c'est-à-dire que les décorateurs viennent ici avec une idée plus ou moins précise. Okay. Et nous, on va commencer par faire des petits formats, des échantillons. Okay. Et une fois que ces échantillons sont acceptés par le décorateur et le client, le projet se fait, le chantier va se faire avec d'autres gens de la boîte de Mérigue & Carrère qui vont aller sur le chantier pour reproduire l'échantillon dans des espaces plus grands, sur des chantiers. Et on peut voir à quoi ça ressemble un échantillon? Oui. Super. Alors, c'est des petits formats. Ça, c'est par exemple un échantillon de cuir. D'accord. Ouais. Avec de la feuille de cuivre qui est oxydée. Ça, c'est des matières, c'est des marmorinos, donc c'est un travail de teinte là. C'est-à-dire que le décorateur hésite entre plusieurs teintes. Du coup, on doit lui proposer la même matière avec des teintes différentes. Je vois. Vous avez des lacs ici. Des lacs. Ok, donc faux marbre là. Ça, c'est un faux marbre aussi qui a été poliché. Donc, on a vraiment la sensation que c'est du vrai marbre. Et tout ça, donc tous ces petits formats, c'est des échantillons. D'accord. Donc, mais là, il s'agit de portes ou de panneaux qui vont... Alors, souvent, ça va sur des boiseries qui ont cette structure. Ça, c'est une boiserie. Et donc, on les propose sur ce type de mouluration pour avoir... Il y a parfois de la feuille d'or aussi. Il y a des patines. Vous avez des matières, c'est-à-dire des choses en relief, des enduits décoratifs. Plein de choses qui correspondent à toutes sortes d'époques, à la fois classiques et aussi des choses beaucoup plus contemporaines, comme le dégradé là-bas. Donc il y a de tout. D'accord. C'est un peu un petit laboratoire où les décorateurs viennent pour affiner leurs idées. Après la troisième, toi, c'était quoi tes choix? Est-ce que tu te souviens? Alors moi, j'ai arrêté avant le bac. J'ai fait donc une école qui m'a permis de travailler très rapidement. Mais je vois aujourd'hui, il y a des apprentissages, il y a des stages. Okay. Alors donc, travailler pour les ateliers Mérigue & Carrère, une maison très prestigieuse comme celle-ci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes amené à voyager ça veut dire oui, on est amené à travailler sur des projets très différents, que ce soit des projets de restauration de monuments historiques comme Notre-Dame dernièrement, ou des hôtels particuliers classés, ou des hôtels des institutions à Paris, et puis aussi des chantiers pour des particuliers, mais partout dans le monde. C'est-à-dire qu'on a travaillé aux États-Unis, au Moyen-Orient. D'accord, oui, on voyage. En plus, on voyage, quoi. Donc on voyage énormément, ouais. Et est-ce que tu nous montrerais, toi, comment tu peins? Est-ce que tu as des outils spécifiques? Ouais, alors on utilise sans surprise des pinceaux. Ouais.
Voilà. De toute taille. De toute taille. Ça, c'est des rondins. Ah oui, ils ont tous des noms un peu spécifiques. Voilà, ça on appelle ça des plumes. Ouais. Ça c'est un rondin, ça c'est un spalter. C'est avec ça qu'on lisse la peinture pour avoir vraiment un rendu extrêmement lisse. Et on peut faire aussi, on peut passer des glacis, c'est-à-dire de la peinture diluée qu'on va venir spalter avec le spalter. D'accord. Ça on utilise beaucoup. Il y a plein de noms spécifiques et voilà, de toute façon vous voyez à quoi ça correspond. Ça c'est une brosse à battre. Ça, c'est pour imiter les fibres du bois quand on fait du faux bois. C'est-à-dire, on va passer le glacis et on va venir frapper la peinture comme ça. Et ça fait des petites, des petites fibres. Okay. Et ça, c'est une brosse classique. Voilà, on appelle ça une brosse. C'est avec ça qu'on applique la peinture. Ok, je vois. Et ça, c'est vraiment un petit échantillon d'outils. Il y a énormément d'outils et techniques différentes. Ouais. Et donc, oui, tu apprends tout ça à la fois dans une école et après sur le tas. Je dirais qu'on apprend plus en pratiquant sur les chantiers. Okay. Voilà, moi j'ai principalement appris avec des anciens comme Philippe qui est ici, qui vous apprennent les techniques qu'on utilise depuis toujours chez Mérigue et Carrère et puis dans la peinture décorative. Alors une dernière question, quelles seraient pour toi les compétences, les qualités les plus importantes pour faire ce métier? Il faut être curieux, il faut aimer la couleur, l'histoire de l'art aussi, et puis regarder toutes les matières en fait, s'intéresser au vrai marbre, au vrai bois, et essayer de puiser des informations un peu partout. Parce que c'est très utile ensuite sur les projets. Quand un décorateur vous demande quelque chose, il fait souvent référence à une pièce d'art. À une époque précise, et il faut tout de suite se souvenir un peu des motifs qui étaient utilisés à ce moment-là. Il faut comprendre un petit peu les références et ça permet de mieux comprendre ce que veut le décorateur. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis on va nous continuer notre petite visite des ateliers pour découvrir un autre métier. Voilà, à tout de suite. Alors on continue notre visite des ateliers Mérigue et Carrère avec Pascal qui lui aussi est peintre décorateur au sein des ateliers. Donc Pascal est là. Bonjour Pascal. Bonjour jeune homme. Comment vas-tu? Je vais très bien aujourd'hui. Très bien. Toi tu travailles ici depuis 15 ans. 15 ans. 15 ans, voilà. Okay. L'avantage de venir travailler ici pendant 15 ans, c'est qu'on a travaillé avant ailleurs, avec de l'expérience et donc on apporte de l'expérience en plus dans une entreprise qu'on ne connaissait pas et voilà, et rester longtemps, c'est la longévité, donc ça veut dire apprendre beaucoup de choses. Plus on engrange l'expérience, plus on a de projets différents, plus on apprend les techniques. Exactement. Et puis je suppose qu'il y a un travail en équipe aussi. C'est le plus important. S'il n'y a pas d'équipe, la personne elle-même n'avance pas et c'est vraiment toutes les chaînes. C'est les expériences cumulées chacun et le maillon d'une chaîne fait que le petit et avec le grand fait que l'entreprise avance dans le bon sens. Ok. Et toi, tu as spécialisé? Je touche à tout, effectivement, mais bon, à l'époque, on m'a toujours dit que je faisais beaucoup de patine travaillée, de la matière. Alors la patine, il faut que tu nous expliques un petit peu ce que c'est. C'est quand on donne un côté un peu usé à quelque chose? Usé, effectivement, mais bon, tout peut être usé, donc effectivement, tout peut être patiné. Mais quand on parle de patine en général, ce sont des jus qui sont en superposition et on imite une vieille peinture. Ah d'accord, très bien. À l'ancienne, à la base c'est ça. Ouais. Donc des peintures qui ont peut-être 200 ans, donc il faut qu'on arrive à ce stade-là. Donc on fait des effets de matière en premier sur le support. Alors ça peut être des supports murales, sur du bois. Le plus important c'est la recherche de la matière. D'accord, donc pour récapituler un petit peu ça, cette idée de patine là notamment, qui est importante vraiment au sein des ateliers, c'est qu'on a un client qui va venir avec un décor du XVIIIe siècle et qui veut le même. Exactement. Et donc il faut réussir à retrouver les bons effets de peinture pour que ce soit qu'on ne voit pas la différence. Exactement. Le but, c'est que la personne qui arrive dans une pièce ne sache pas que c'est un décor. En fait, elle arrive dans la pièce et elle dit bon là, ça a toujours existé. Et ça, c'est que c'est gagné. Ok. Et vous utilisez plein de peintures différentes. Je vois qu'il y a des peintures partout. Donc là, on a une peinture acrylique. C'est une base, ça s'appelle, c'est une marque Sweep. C'est un blanc acrylique qu'on se sert de base. Donc il y a plusieurs tons, donc plusieurs gammes. Grâce à ça, on mélange nos couleurs et on part d'une base. Ouais, très bien. Et après, on avance sur les supports et on utilise aussi des Liquitex qui sont des teintes très très fines et on travaille en transparence.
Donc en premier, on utilise des acryliques qui sont plutôt couvrants. Et après, on utilise des gouaches, du liquitex qui sont plutôt des teintes fines. Et on arrive au plus juste de la couleur. Tu as toujours voulu, toi, travailler sur des choses un peu historiques, anciennes, ou c'est venu petit à petit comme ça par... C'est simple, je veux dire, l'envie de peindre, ça vient déjà de ma famille, parce que mon papa était peintre. D'accord, peintre décorateur aussi ou... peintre en bâtiment. Donc peintre en bâtiment. La nuance donc là, était là. C'est les plus gros rouleaux, c'est les plus grandes surfaces. Exactement, mais ça a commencé comme ça. Ouais. Après, on a chacun des possibilités. Donc on a fait, effectivement, comme beaucoup de personnes, une école en peintre en décor. D'accord. On est tous montés autour de Paris faire cette école. Ouais. Ça, c'est à partir de 16-17 ans, quelque chose comme ça? Exactement, on a un parcours scolaire jusqu'en 3e et à partir de là on a une orientation. Alors effectivement on choisit donc de s'orienter et on passe sur un CAP et après on continue dans des écoles plutôt privées. Ouais. Et pour se spécialiser. Pour se spécialiser dans un sujet. D'accord. Donc en tout ça fait 3 ans de CAP. 2 ans de CAP, 2 ans de CAP. Un an de peinture en décor. Et donc à quel moment tu es arrivé vers Alors moi j'avais envie de partir. Exactement, j'avais envie de partir et la seule solution de partir c'est de pouvoir aller dans une entreprise qui voyage. C'est très formateur. On a la curiosité de vouloir découvrir plein de choses, que ce soit culturel et notre métier. Ouais. Donc on travaille dans des situations qui peuvent être des châteaux, des palais. Et donc là déjà seulement ce mot-là, ça fait rêver, ça fait rêver. Travailler sur des grandes surfaces, c'est immense. Et le résultat d'aboutir à un décor réussi, terminé. Voilà. Donc c'est très formateur, très gratifiant et on apprend notre travail à l'étranger. Beaucoup à l'étranger, en déplacement. Et donc tu fais des déplacements combien de fois par an à peu près? Alors, en moyenne comme ça? Moi, mon début de carrière a été basé sur les déplacements. Donc j'ai dû faire un peu plus de 15 années de déplacement. Mais le fait de partir, c'est très formateur. Dans l'assurance, dans le travail à l'aise. Et c'est super intéressant, c'est très clair, merci beaucoup. Merci. Nous on va continuer notre petite balade parce qu'on a encore plein de métiers à découvrir. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, on continue, c'est parti. On continue notre visite des ateliers Meyrig et Carrère avec cette fois Miguel qui lui travaille le cuir. C'est une des spécialités de l'atelier aussi, c'est devenu très très rare parce que c'est un savoir-faire qui s'est perdu, il va nous raconter ça beaucoup mieux que moi. Donc allons rencontrer Miguel, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Très bien. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce qu'on peut savoir? Là je suis en train de faire des cuirs de Cordoue gaufrés et puis que je dore à la feuille de cuivre pour des paravents. Alors il y a beaucoup de choses. Du cuir. Ouais. Alors gaufrer, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça signifie gaufrer? Le gaufrage, il y a une presse là qui écrase le cuir avec des matrices métalliques qui nous permet de faire des motifs. Il y a peut-être 100 plaques, 100 motifs différents. Et c'est Claire, ma collègue, qui s'occupe du gaufrage. Moi ici, je m'occupe surtout des peintures, des couleurs, des déroulés. Les déroulés, c'est ça. C'est quand on a des grosses commandes de cuir de 500 cuirs ou peut-être plus parfois. Pour recouvrir quoi? Pour recouvrir des murs? C'est pour capitonner parfois le mobilier. Parfois c'est sur des murs comme ça, sur toutes des pièces. Sur des boiseries, on colle comme autrefois les cuirs de Cordoue qui étaient faits en Espagne à Cordoba. Donc c'est un vieux métier ancien. Parce que les cuirs de Cordoue, ça se faisait déjà au XVe siècle. Et après au XVIIIe à Cordoba, à Cordoue en Espagne, mais ils le font plus. Et il n'y a plus beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui font ça. Donc nous on continue à faire ça. Et quand on a beaucoup de commandes pour des gros décorateurs, moi je fais beaucoup de déroulés, c'est que j'explique comment pour arriver à ce stade-là ou celui-ci, toutes les étapes qu'il faut. Parfois là il y a 15, 16, 17 étapes, ça dépend des cuirs. Donc je fournis les peintures et c'est dans nos ateliers, on fait tout ça dans nos ateliers. Et moi je peux pas réaliser tout seul 500 cuirs, donc je prépare toutes les peintures et j'explique comment poser la peinture, comment la retirer. Parfois il faut du vernis, parfois il faut pas de vernis. S'il y a trop de vernis, on arrache l'aluminium, on arrache la feuille d'or. Donc à chaque fois j'explique comment on réalise, avec quel outil on pose la peinture, avec quel outil on la retire. Ça s'appelle un déroulé et tout est expliqué. Et après, les autres personnes qui suivent avec mes couleurs réalisent
le travail et normalement c'est toujours très réussi, c'est très joli. Ouais, vous êtes comme un chef je suis un cuisinier qui crée la recette, voilà, qui envoie la recette et les matières premières. Je transmets le bon savoir à d'autres personnes qui vont pouvoir le réaliser, je leur fournis les peintures, etc. Oui, c'est super. Et puis là, on voit bien, là, la première bande, on est sur le cuir là, c'est du cuir brut. Après, plus ça va, plus on avance, plus on va vers le résultat final. C'est ça, là, vous en avez aussi un petit peu là, il y a des déroulés, il y en a plein. Alors, il y en a que je garde et puis il y en a que je ne garde pas, mais je fais beaucoup de ça. Et puis aussi, parfois, je réalise des commandes comme celui-ci pour des paravents. Paravents, les grands panneaux qui tiennent debout. Oui, c'est des paravents comme ça. Moi, c'est ce que j'ai comme maquette. Oui, voilà, très bien. Donc c'est des paravents qui font... C'est pour Peter Marino, ça aussi. Peter Marino, alors moi je le connais pas. C'est un très grand décorateur américain, c'est un gros cabinet d'architectes décorateurs aux États-Unis. Okay. Il me semble qu'ils sont à New York. Et fait partie des plus grands décorateurs. C'est pas forcément le plus grand, mais il a une très bonne cote. Il a Louis Vuitton, il a plein de grosses sociétés, plein de magasins. D'accord. Plein dans le luxe. Ouais, je vois. Okay. Donc nos patrons travaillent beaucoup avec des grands décorateurs comme ça. Et donc ils nous donnent beaucoup de travail. Ils ont d'énormes chantiers de luxe, et des yachts, c'est des propriétés, des châteaux. Des yachts, des châteaux, en effet. Voilà, c'est des choses qu'il faut un petit peu rêver. Donc, oui, c'est souvent destiné, c'est comme des produits de luxe, hein, le cuir quand il est doré. C'est chic, c'est très joli, c'est très décoratif et c'est très résistant dans le temps. D'accord. Comment ça se passe ensuite? Justement, vous parliez de transmission tout à l'heure. Mon travail, c'est de transmettre déjà. Oui, déjà à la base. Parce que j'explique, je prends des notes que j'écris sur un papier qui sont après tapées à la machine et après on envoie par mail. Parfois c'est fait ici, ça dépend. C'est toujours Mériguet Carrère qui fait les. Donc et moi je fais la recette de cuisine, j'explique tout, je mâche tous les petits détails. Le moindre petit détail est expliqué. Je fournis tout le matériel et toutes les peintures pour que ça puisse se réaliser parce que faut qu'il y ait toujours la même couleur. Et la complexité du cuir, c'est que il y a des cuirs qui sont plus fins. C'est des peaux. Donc il y a des peaux qui sont plus fines que d'autres, surtout sur les côtés. Ce qui fait que quand c'est pressé à la presse, il y a déjà des peaux qui ont des défauts, parfois qui ont des trous, des cicatrices. Donc on sélectionne sur 50 peaux, il y en a parfois 15 qu'on ne peut pas utiliser, ou 20. Donc il y a parfois la moitié des peaux qu'on ne peut pas. Ça dépend du motif du cuir qui a été sélectionné. Il y a des cuirs modernes avec des motifs un petit peu comme ça, très modernes. C'est difficile. Il faut des cuirs parfaits, bien gaufrés. Mais ça fait partie de vos instructions que vous donnez. C'est clair qu'il s'occupe de la sélection des cuirs et qu'il les gaufre. Donc la réalisation, c'est que c'est facile d'en faire un, mais d'en faire 20 pareils. C'est si le cuir est plus fin, évidemment, il y a moins de couleur. Quand on retire la couleur en surface, on attaque les creux. Donc c'est pas facile d'avoir 20 cuirs de la même façon, de la même couleur. Maintenant, on y arrive. J'ai trouvé plein de procédés, j'ai cherché moi pendant 8 ans. Ok, 8 ans. Moi, je suis dans l'entreprise depuis 26 ans. Là. Je suis rentré en 97 et donc ça va faire 26 années que je suis dans l'entreprise et ça fait 7-8 ans que je m'occupe du cuir et où je fais des déroulés, c'est-à-dire que j'explique comment il faut faire. D'accord. Alors je suis sûr que parmi les élèves qui nous écoutent, il y en a qui se demandent si vous prenez des stagiaires, des alternants. Oui, on a une petite stagiaire qui est là. Je lui ai montré comment poser les feuilles de cuivre tout à l'heure. Elle est là. Elle n'est pas stagiaire, elle est apprentie. Voilà. Très bien. Donc elle est à la fois en alternance à l'école et un petit peu ici. Et quel conseil vous donneriez à des élèves qui seraient intéressés par ces métiers? Donc non, il faut être passionné, il faut aimer ce qu'on fait. Si on n'aime pas ce qu'on fait, on ne peut pas bien le faire. Donc parfois, au bout de 10 ans, 20 ans, parfois il peut y avoir des lassitudes dans ce qu'on fait, mais il faut toujours s'acharner à ne pas se lasser, à continuer à aimer ce qu'on fait. Essayer de faire bien, de faire du mieux possible, de faire en sorte de satisfaire tout le monde, de satisfaire les clients, le patron, les collègues et soi-même aussi. C'est ça, mais il y a aussi aussi quand même une vraie rigueur. Il faut déjà se satisfaire soi-même avant tout, déjà, aussi pour satisfaire les autres, je pense. Hein. Ça, je sais pas. Mais c'est un travail où il faut être aussi très minutieux, très rigoureux. Ah ben oui, parfois il y a des travaux quand il faut faire des petits traits très fins comme vous voyez là, avec des toutes petites plumes. Ouais, et puis là, quand on pose de la feuille d'or ici, là j'ai fait un calpinage ici avant. Après, il faut mettre de la miction sans déborder et après poser la feuille d'or
faut que la miction soit vraiment bien posée aussi. C'est une sorte de petite colle qu'on met avant. Faut être précis, minutieux. Ouais. Moi, j'ai besoin de lunettes maintenant. Okay. Parce que j'arrive en fin de carrière. Je ne pourrais pas faire ça sans mes lunettes. Donc ça demande quand même une capacité de rester concentré sur quelque chose comme ça. Tous ces métiers-là, ces gens, tous mes collègues ici qui sont passionnés, oui, il faut qu'ils aient de la patience pour faire ce qu'ils font parce que sinon, ils n'y arriveraient pas. On ne peut pas faire ça trop vite non plus. Il faut être patient. Oui, c'est sûr qu'il faut quand même de la patience. Alors après, les gens, dans un embouteillage, j'ai pas de patience. Moi. Ouais. Mais là, j'en ai pour ça. Voilà, c'est ça. Okay. Mais donc, oui, c'est sûr qu'il faut être patient et puis être précis, méticuleux. Il faut avoir du goût aussi. Je crois que c'est très important, qui s'acquiert avec les années, ça aussi, avec le temps, parce qu'il y a des gens qui arrivent jeunes, ils sont très performants, mais ils n'ont pas forcément. Il faut trouver aussi qu'est-ce qui va satisfaire le client. Il faut deviner un petit peu ce qu'il nous demande, interpréter. D'accord. Donc ouais, il faut quand même avoir. C'est comme dans la musique, c'est pareil. Ouais. Vous avez beau savoir jouer très vite, c'est pas forcément pour ça que vous jouez bien. Voilà, je vois. C'est un peu la même chose. Pour la peinture, c'est pareil. Merci beaucoup, Miguel. Je vous en prie. Je vous en prie. Bonne continuation, bonne fin de journée. Et nous, on va continuer. Très bien. Encore une fois, nos visites des ateliers Mérigue-Carrère. Et on va s'intéresser à la dorure cette fois-ci. Voilà, sur bois, sur panneau, on va vous montrer tout ça, on va faire plein de super images, grâce à Loïc notamment. Allez, on continue, à tout de suite. Alors, on continue notre découverte des ateliers Mérigue-Carrère. Là, on est plutôt dans un atelier de restauration de bois. Et on a rendez-vous avec Raphaël, qui est doreur ornemaniste. Alors, on va lui demander ce que ça veut dire parce que déjà moi, ornemaniste, je ne sais pas exactement ce que ça signifie. Bonjour Raphaël. Bonjour. Ça va? Très bien et vous? Oui, très bien. Merci de nous accueillir au sein des ateliers. Avec grand plaisir. Donc tu es doreur ornemaniste. Exactement. Ça a quelque chose à voir avec les ornementations ou ce genre de choses? Alors exactement, une dorure ornemaniste, c'est une dorure sur des ornements, spécifiquement sur des ornements sculptés en bois. D'accord, et là on a un bel exemple, j'ai l'impression. Là on a un très bel exemple, on a un trumeau de glace. Alors un trumeau, tu peux nous dire ce que c'est? Trumeau de glace, c'est un élément qui vient accompagner d'ornements et de glace. Okay. Un grand panneau de bois qui sont ensuite fixés dans les murs des grandes résidences. Exactement. Et on peut s'admirer dans les miroirs. Et donc là, c'est l'activité vraiment que vous faites tous. Là. Il y a beaucoup de gens dans ces ateliers. Ouais. Vous avez tous un petit peu un rôle. Mais comment, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment ça fonctionne, le processus dans les grandes lignes? Qui vous fait une commande, comment vous recevez la commande, comment vous la renvoyez? Alors pour le coup, ici, nous, on travaille sur une boiserie qui vient des États-Unis. Okay. Donc on reçoit toute la boiserie qui est démontée sur place, qui est envoyée en France. Et donc ici, dans l'atelier, on se divise en 3 équipes. Il y a l'équipe des décorateurs qui vont s'occuper de tout ce qui est présentation et préparation des supports, donc des fonds. On va avoir l'équipe des peintres qui vont aussi les accompagner dans cette démarche-là et l'équipe des doreurs ornemanistes qui vont eux restaurer toutes les dorures existantes et les parties à faire neuves. Et alors, tu viens de me dire que ça vient des États-Unis quand même. Ça vient des États-Unis. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé des gens sur place là-bas aussi forts que vous pour rénover leur. Alors le propre, c'est un peu le propre du savoir-faire français. C'est qu'à l'étranger, on vient chercher le savoir-faire français. Oui, spécifique parce que c'est le plus réputé. C'est le plus réputé, oui, exactement. Et on a l'histoire, notre patrimoine français nous permet de perpétuer un peu l'histoire et notre métier. Vous, on vous envoie des plans un petit peu précis pour que vous sachiez quoi faire, sur quel panneau. Alors bien sûr, nous envoie toutes les élévations. Les élévations, tous les plans. C'est les plans d'architecte. Alors les plans d'élévation, c'est façade par façade de la pièce. Donc face nord, face sud, face est, ouest. Okay. Et nous, à partir de ces plans, et des données qui sont sur les plans, on réalise le décor que l'architecte et le décorateur nous demandent. Et donc là, sur un panneau comme celui-ci, il vous reste à reprendre la dorure, je suppose, ou alors là, ça va rester dans cet état-là? Alors là, on a eu une première intervention d'une équipe de peintres qui ont préparé tous les fonds, donc enduit, lissage. Ensuite, on a une équipe de décorateurs qui vient préparer une matière pour ensuite effectuer différentes patines. Et ensuite, les patines, on nous a dit ce que c'était un peu plus tôt. Est-ce que tu peux nous redire rapidement comme ça? Alors, une patine, c'est un jus de différentes couleurs qu'on vient appliquer sur le support pour donner un aspect vieilli, tout type d'aspect recherché. Là, en l'occurrence, on va donner un aspect un peu vieilli avec ces différentes patines. C'est des différents jus de différentes couleurs. D'accord. Et une troisième intervention, nous en doreur, on va venir restaurer l'intégralité du support. Le but d'une
restauration, c'est aussi de conserver le support. Donc là, on a des éléments en dorure qui sont anciens, mais qui sont encore brillants, encore intacts. Et ça, on ne va pas y toucher. Okay. Nous, on va venir rénover et restaurer toutes les parties qui ont été trop endommagées. Ouais. Donc là, on a des éléments neufs et on va venir les restaurer, les dorer pour les fondre dans le décor. Tout à fait, parce que quand on a un beau panneau comme ça, un bel intérieur ancien, l'idée, c'est pas de remettre tout à neuf parce que ça perd complètement de son charme et de son intérêt, on est d'accord. Bien sûr, ouais, bien sûr. Donc, je sais que pour les dorures notamment, on aime bien garder les petites traces là où on voit que il y a des feuilles, quoi. C'est tort. Non, vous avez entièrement raison. On va garder tout ce qui est, toutes les traces, les brillantes. Donc c'est pour ça que notre première intervention, ça va être de nettoyer l'or pour voir qu'est-ce qu'on peut garder et qu'est-ce qu'on doit restaurer. Mais toutes ces usures, toutes ces coupes de feuilles qu'on trouve ici, on va les garder au maximum possible. Okay. C'est ce qui fait un peu le charme aussi d'une dorure. Et puis tu vas peut-être nous expliquer aussi justement que ces feuilles, elles sont quoi, grandes comme ça? Elles font 8 cm par 8 cm. C'est un rectangle, un carré donc. Ouais. Et on vient les poser tranquillement là au pinceau, délicatement. Exactement, donc on vient les poser. Donc là c'est une technique à la détrempe, donc on va venir les poser à l'eau instantanément. Et c'est ce qui va après, avec l'usure, nous permettre de retrouver toutes les coupes de feuilles. Donc on est vraiment sur une technique à la détrempe. Tu peux nous dire quel parcours tu as fait depuis la 3e à peu près, parce que les élèves qui nous regardent sont entre collège, lycée. Alors depuis la 3e, moi je suis parti sur un CAP Staffer ornemaniste et un brevet des métiers d'art en matériaux de synthèse. Ok, alors bouge pas, Staffer ornemaniste, donc c'est ça? Ouais. Et Staffer, c'est une matière, le métier du plâtre. Métier du plâtre, métier du plâtre. Donc c'est pas ces éléments-là, mais c'est tout ce qu'on va trouver au plafond, sur les corniches et les rosaces au plafond. Ouais. Ici, vous avez des éléments en staff. Donc moi je suis parti d'un certificat d'aptitude professionnelle, direction un brevet des métiers d'art en matériaux de synthèse, c'est tout ce qui va toucher à la résine et à l'élastomère. Okay. Et ensuite je suis reparti sur un certificat d'aptitude professionnelle en dorure. Donc tu as 2 CAP en tout? J'ai 2 CAP et un brevet des métiers d'art. Ça fait combien d'années d'études ça en tout? 4, 5 ans? 6 ans. 6 ans? 6 ans, okay. Exactement. Et tu voulais faire ça pour maîtriser toutes les techniques? Pas particulièrement, mais pour évoluer. On va dire que mon évolution scolaire m'a amené sur la dorure à la feuille. Okay, et c'était un métier qui pouvait être en lien avec le staff. Et à la base, ce choix d'aller vers un CAP ornemaniste et staff et plâtre, c'est parce que tu te sentais quelqu'un de très manuel, qui aimait bien bricoler ou qui aimait bien dessiner? Ouais. C'est parce que je pense que je le savais et on savait tous à peu près qu'on se dirigeait sur un métier un peu plus manuel. D'accord. Ouais. Et il y a une raison pour laquelle tu es arrivé ensuite sur des pièces anciennes comme ça? Mériguet-Carrère, tout simplement. Moi j'ai fait mon alternance durant mon CAP de dorure. J'ai fait mon alternance chez Mériguet. Okay. Et maintenant 10 ans que je suis au sein de cet atelier. Ouais. Trop bien, super. Est-ce que tu as des pièces peut-être un peu finies où vous avez refait de la dorure que tu pourrais nous montrer? On a ce fronton de porte. Eh ben on y va, c'est parti. Donc là c'est au-dessus d'une grande porte. Alors ça c'est au-dessus d'une porte, exactement. Okay. Donc là dans la pièce en l'occurrence on en a 6. Donc nettoyage de la dorure et restauration partielle. Donc il va nous rester encore, là on peut le voir, des éléments à restaurer. Parce que tout ce qu'on voit, les parties blanches, c'est du blanc de meudon. Avec le temps et les manipulations, il a fini par s'enlever. Okay. Donc nous, pour le moment, on est venu sur un nettoyage général. Et là, on redécouvre un peu toutes les parties qu'on va devoir restaurer. Donc ça va nécessiter différentes étapes pour arriver au final à fondre cet élément-là dans le reste de la dorure. Je vois, qu'on ne voit pas la différence. Qu'on voit pas la différence. Quelle qualité tu dirais qu'il faut avoir pour pratiquer ce métier? Quelle qualité il faut avoir pour pratiquer ce métier? Je pense que la qualité essentielle pour notre métier, ça peut être l'esprit d'équipe. Ouais. Parce qu'on n'est jamais sur un travail solitaire. Oui, je vois qu'il y a. Vous êtes combien ici là? On est 18. On est 18. Donc on travaille avec des peintres en bâtiment, des décorateurs et des doreurs. Okay. C'est-à-dire que c'est un travail d'équipe. On ne peut pas se permettre de travailler seul sur une pièce et de ne pas consulter un peu les ouvriers et nos collègues qui sont autour. Donc c'est un travail de discussion, de dialogue. Et il y a une personne dans l'atelier qui gère justement l'organisation de toutes les équipes? Alors justement, on a tous une spécialité et aujourd'hui, on a le responsable en décor, on a le responsable en peinture et le responsable en dorure. Donc c'est ces 3 personnes-là qui vont un petit peu organiser le tout et mettre en place l'organisation pour respecter un certain délai. Et est-ce que tu pourrais nous décrire par exemple ce qui se passe au niveau de cet atelier-là? Ouais. Alors là,
On a Pauline et Chloé qui viennent d'arriver au sein de l'atelier Mériguet en alternance. Et donc là, elles sont sur les premières étapes de notre préparation pour la dorure. Donc ça s'appelle l'encollage. L'encollage? L'encollage, okay. Exactement. Donc là, l'encollage, c'est le principe avec notre préparation d'encollage. C'est du blanc de meudon mélangé avec de la colle de peau de lapin qu'on vient appliquer sur notre support pour créer une surface d'accroche. Suite à cette étape, on va mettre des couches successives de blanc de meudon qui est derrière. Là, on est à 2 couches de blanc de meudon. C'est ce qui va nous permettre de créer notre support pour pouvoir, par la suite, poser notre feuille d'or. D'accord, d'accord. Et c'est un métier un peu physique? Je veux dire, là, on voit, on tapote. Oui, c'est un petit peu physique. On a un peu mal au bras à la fin de la journée? Ouais. Un petit peu? Ok. C'est ok quand même, cool. On est vraiment sur un métier physique parce que non seulement là on travaille en atelier, mais on est sur une boiserie complète. Donc on a énormément d'élévations et de morceaux qu'on vient déplacer. Ah oui, il y a de la manutention, déplacer les choses d'un point A à un point B, ça peut fatiguer et puis prendre du temps. Tout ce que vous voyez là, ça a été, on doit le déplacer tous les jours, en fonction des étapes, en fonction de l'application du blanc de meudon, comme les trumeaux de glace, comme tous les impostes. Tous ces éléments-là pèsent leur poids. Trop bien, ceux qui nous écoutent et qui ne tiennent pas en place dans la salle de classe, voilà, ça peut être une option si vous avez de l'énergie à revendre, un métier comme ça un peu physique, puis on est dans l'action quoi. En fait, on est dans l'action, effectivement. Et autre chose, on n'est pas en bleu de travail, on est en blanc de travail au sein des ateliers Mériguet Carrère. Exactement, Nous chez Atelier Mériguet, c'est une boîte de décoration et on respecte les traditions d'époque, c'est-à-dire le peintre est en blanc, il n'est jamais en bleu. Ça vient de là, Exactement. Écoute, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, et puis donc on remercie tous les ateliers Mériguet Carrère, le comité Colbert aussi qui nous a permis de faire découvrir tous ces métiers au sein de maisons prestigieuses. Et puis on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau live métier ou une nouvelle visite virtuelle, vous allez voir sur notre programme. Tout est en ligne. À très bientôt, au revoir.